Bien, on arrive au grand 1 petit b. L'homme crée non seulement des outils, mais des machines qui ne facilitent pas seulement le travail humain, mais pourraient bien le remplacer. Alors avant de faire le texte, pour cette sous-partie, je pense qu'il est important de faire quelques distinctions. Vous voyez que dans le titre que j'ai donné au petit b, je distingue l'outil de la machine. Alors peut-être que il faudrait procéder à quelques distinctions. Qu'est-ce qu'on a entendu par le mot outil jusque-là? Ici, ce qu'on désignait comme un outil, c'était un prolongement du corps humain qui permettait de travailler plus efficacement. Donc un instrument technique qui allait prolonger le corps humain euh, et qui permettait de travailler mieux. C'est vraiment cette idée de prolongement du corps humain qui va caractériser l'outil. Parce que toute l'énergie de l'outil, l'énergie que l'outil mobilise pour transformer un matériau naturel, elle va l'attirer du corps humain. C'est le corps humain qui fournit le mouvement. Et ça, c'est le point qui va l'opposer à la machine. Dans la machine, il y a l'idée qu'il va y avoir une forme d'autonomie fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire autonomie fonctionnelle? Bah, autonomie, c'est l'idée que ça marche tout seul. Et fonctionnelle, c'est l'idée que la machine va effectuer le travail toute seule. Elle va bouger toute seule, si vous voulez. On pourrait presque parler d'automobile, hein. L'automobile, c'est un truc qui bouge tout seul. La machine, c'est ça, c'est un truc qui fonctionne tout seul. Alors ça veut pas dire que la machine est totalement indépendante de l'homme. Quand vous avez par exemple une machine à café ou une machine à laver, c'est quand même d'abord un être humain qui la conçoit, elle se conçoit pas toute seule, c'est des êtres humains qui la fabriquent, et surtout, c'est des êtres humains qui lui donnent toutes les instructions qu'elle va suivre. Par exemple, c'est vous qui lancez la machine à café, euh, c'est vous qui définissez à quel moment elle doit s'arrêter de faire du café, si vous voulez un espresso, un café américain, ce genre de choses. Donc, c'est vous qui allez la mettre en marche, c'est vous qui allez l'éteindre. Et en fait, la machine va simplement opérer en suivant strictement les ordres que vous lui avez donnés. Elle ne prendra pas de décision, si vous voulez. Votre machine à laver va pas décider de se mettre à injecter plus de produits parce qu'il n'y en a pas assez. Si vous n'avez pas mis assez de produits, bah c'est tant pis pour vous. Or, c'est précisément ce point qui va distinguer la machine d'un troisième concept qu'on va plutôt appeler le robot. Dans le robot, vous avez quelque chose de plus que l'autonomie fonctionnelle, vous allez avoir une forme d'autonomie décisionnelle. C'est-à-dire que, par opposition à la machine, le robot pourra prendre certaines décisions de façon autonome. Par exemple, on va parler de robot à partir du moment où votre machine sera capable de s'adapter à un changement de contexte, un changement dans l'environnement, ou des modifications dans le matériau qu'elle est en train de traiter. Par exemple, alors moi j'en ai pas à la maison, mais si je me trompe pas, un Thermomix peut choisir de rectifier la température ou de rectifier certains paramètres quand la machine sent que la préparation est en train de déconner. Alors, si on pense à des robots peut-être plus perfectionnés, par exemple ceux qu'on voit dans les histoires de science-fiction, dans les romans, dans les films, bah, le robot il est précisément caractérisé par la décision qu'il va prendre. Si vous pensez par exemple alors, à des choses qui existent pour le coup, aux voitures autonomes que produit Tesla, la voiture autonome peut prendre la décision de ralentir soudainement si un piéton traverse la route. Ou encore, vous savez que enfin, vous avez un certain nombre de problèmes éthiques qui se posent aux voitures autonomes. Par exemple, si la vitesse de la voiture est trop élevée et que elle peut simplement modifier sa trajectoire, par exemple dans le cas d'un accident, si on imagine une personne âgée et un enfant qui surgissent soudainement sur la route, et que la voiture n'a d'autre choix que de modifier sa trajectoire sans pouvoir s'arrêter, alors est-ce qu'elle doit choisir d'écraser la personne âgée ou d'écraser l'enfant? Des questions éthiques qui peuvent se poser. Bah, dans ce cas-là, la machine devra bien prendre une décision. Et c'est pour ça qu'on va parler de robot, justement, c'est que le robot va décider de certaines choses. Alors bien sûr, on considère pas que le robot a la même liberté que l'homme. Normalement, on implémente dans le circuit du robot certaines règles. Ça, c'est ce qu'on voit particulièrement dans la science-fiction. Euh, si vous pensez par exemple aux 3 lois de la robotique d'Isaac Asimov, Asimov, c'est un des pères fondateurs de la science-fiction américaine, qui a écrit une série qui s'appelle Les Robots, et dans cette série,
les robots doivent suivre 3 lois qui sont vraiment implémentées dans leur cerveau électronique. La première est de ne pouvoir... Attendez, faut que je vérifie. C'est ça. Donc la première loi est de ne pouvoir porter atteinte à un être humain, donc ni directement ni indirectement, c'est-à-dire ni tuer un être humain concrètement ou le blesser, ni le laisser mourir s'il est en danger. Euh, la deuxième consiste à obéir systématiquement aux ordres qu'elle reçoit de la part des êtres humains, donc le robot ne peut pas désobéir. Et la troisième est de systématiquement préserver sa propre vie euh, si ça ne porte pas atteinte aux deux premières. Donc vous avez cette structure en étage où en fait on va avoir un impératif fondamental qui est de ne pas blesser ou tuer l'homme, et deux autres impératifs qui vont être subordonnés au premier. Le deuxième est subordonné au premier, c'est-à-dire le robot doit obéir à partir du moment où l'ordre ne consiste pas à blesser ou tuer un autre être humain, et le troisième est subordonné aux deux premiers, c'est-à-dire que le robot doit se protéger si sa protection n'implique pas d'obéir à un ordre illégitime ou de blesser ou de tuer un être humain. Donc vous voyez, ici, l'autonomie du robot elle va être limitée de l'intérieur par certains impératifs moraux, par certains ordres, auxquels, en principe, le robot ne peut pas désobéir. Il n'a pas la possibilité de désobéir. Et c'est ça qui va distinguer l'autonomie robotique de la liberté humaine, c'est que, évidemment, l'homme a la capacité de désobéir aux lois. D'ailleurs, s'il existe des lois, c'est bien qu'on a la capacité, enfin, on peut leur désobéir, sinon les lois ne serviraient à rien. Alors que le robot n'a précisément pas cette capacité. C'est pour ça que toute la science-fiction repose sur ce point de balance où on a un être qui ressemble à l'homme extérieurement. Ça, c'est un des points qui caractérise le robot, c'est que on va fabriquer des machines qui vont avoir des choses qui ressemblent à des jambes, qui ressemblent à des bras, qui ressemblent à une tête. Donc on va avoir une structure du corps qui ressemble à celle de l'homme, et une certaine forme d'autonomie décisionnelle qui permet au robot d'agir, hein, de prendre des initiatives sans ordre direct de la part de l'homme. Mais la question est toujours, à partir de quel moment est-ce qu'on passe de cette autonomie décisionnelle au libre arbitre? C'est-à-dire la capacité à désobéir, vraiment. Hein, ça va être un ressort de films comme par exemple I, Robot, avec Will Smith, qui est une adaptation d'Asimov, aussi. Hein. Donc voilà. On va voir ces trois concepts, hein, l'outil, la machine, le robot. L'outil, c'est le prolongement du corps humain. La machine, c'est l'instrument technique qui va pouvoir travailler euh, de façon autonome. Et le robot, c'est cette machine qui pourra en plus prendre des décisions suite à une modification de son environnement ou des conditions dans lesquelles elle travaille. Alors, il y a évidemment une portée mythologique et imaginaire dans le robot qui a pas du tout dans enfin qui a beaucoup moins en tout cas dans la machine et dans l'outil. C'est l'idée que le robot c'est le double de l'homme. C'est justement cette créature qui va ressembler à l'homme. D'ailleurs, quand un robot ressemble beaucoup à l'homme, on va parler d'androïde. Un androïde, c'est vraiment cette créature qui va présenter à la fois l'apparence du corps humain et l'apparence de la pensée humaine, parce qu'elle va parler, elle va sembler raisonner, elle va sembler disposer d'une certaine forme de liberté. Donc, quand on a vraiment ce robot qui est le double de l'homme, on va parler d'androïde. Et donc, voilà, dans la fiction en particulier, je reviens à la science-fiction, ce thème du robot, euh, dont on se demande s'il est un homme, s'il a une intériorité en particulier, est-ce qu'il est conscient de lui-même, est-ce que il a un esprit qui fait qu'il est averti de ce qu'il fait, ou est-ce que à l'intérieur, dans sa tête si j'ose dire, c'est juste une boîte noire. Ça va être un thème central de la science-fiction. Euh, ok. Donc, une fois qu'on a fait, alors évidemment la distinction qui m'intéressait pour ce texte, c'était outil versus machine. Hein. C'était ça qui m'intéressait. Enfin, le robot, on en parlera un petit peu plus tard, vers la fin du texte. Donc, vous voyez que ce texte est une interview. Hein, on a un avocat spécialiste des nouvelles technologies, qui s'appelle Alain Bensoussan, qui est interviewé par un journaliste. Donc, vous voyez qu'on a vraiment deux parties dans l'interview. Je vais résumer un peu l'interview. La première question du journaliste, c'est est-ce que les robots vont finir par nous remplacer? Est-ce que, euh, est-ce que les robots vont voler notre travail, quelque part? C'est une question qu'on se pose en ce moment avec ChatGPT, hein, et je reviendrai plus tard à ChatGPT. Donc, on voit qu'on a deux strates. La première réponse de Bensoussan, c'est de dire que la mécanisation et a fortiori la robotisation, ça touche en priorité les emplois peu qualifiés. Enfin,
des emplois qui nécessitent peu de compétences ou peu de diplômes, hein, peu de niveau de formation, dans la mesure où ces emplois vont souvent consister à effectuer des tâches répétitives, mécaniques, et ne vont pas demander une forme de planification ou une forme de réflexion sur le travail. Donc ici des métiers comme le secrétariat, la prise de rendez-vous, effectivement, ces métiers vont être prioritairement remplacés par la machine ou par le robot. Bon. Mais vous remarquez une chose, c'est que ça, c'est déjà un processus, enfin, c'est un processus qui date du début du XXe siècle et même de la fin du XIXe. C'est-à-dire que vous avez étudié le Fordisme en histoire et pour certains en SES, pour ceux qui ont fait des SES. Le Fordisme est historiquement concomitant avec la mécanisation. Il se trouve qu'on s'est pas inquiété outre mesure de ce remplacement de l'homme par la machine, et on s'en est plutôt réjoui, dans la mesure où on avait tendance à considérer que le travail ouvrier était un travail pénible, harassant, qui pouvait pas être épanouissant pour l'homme, et donc on s'est dit que forcément c'était un gain pour l'espèce humaine que de voir le travail ouvrier remplacé par la machine. Donc, on s'est pas trop inquiété de ça. À quel moment est-ce qu'on s'inquiète? Regardez la deuxième partie du texte. Vous voyez, le journaliste pose la question, donc ok, les machines nous remplacent sur les métiers peu qualifiés, est-ce qu'elles peuvent nous remplacer sur des métiers qui demandent plus de compétences intellectuelles, plus de planification, de réflexion, etc. Et la réponse de Bensoussan est positive, il dit bien sûr. Il cite plusieurs exemples, les métiers de la traduction, traduction littéraire ou traduction scientifique, l'étude de dossiers, la recherche de documentation, donc tout ce qui va être, par exemple, je sais pas, les métiers d'assistant pour des parlementaires, les assistants parlementaires qui doivent souvent étayer les projets de loi avec des informations factuelles. En fait, ça peut aller jusqu'à vraiment la production scientifique, hein. Donc tous les métiers intellectuels, avec le progrès technique, se voient menacés. Et là, on n'a pas simplement un changement de degré avec le progrès technique, on a un changement de nature. C'est-à-dire que les machines ne remplacent plus seulement le corps de l'homme, mais remplacent aussi sa pensée. Alors ça peut vous sembler évident parce que vous vivez votre adolescence en même temps que les intelligences artificielles génératives, donc ChatGPT, Midjourney, tout ça. Mais j'attire votre attention sur le fait que c'est un texte qui date de 2017. Donc finalement, c'était pas si évident que ça il y a une dizaine d'années. L'idée que les machines pouvaient produire au moins l'apparence de la pensée humaine et pouvaient être efficaces dans des tâches intellectuelles complexes. Là, vous voyez que Bensoussan cite plusieurs exemples. Je m'intéresse d'abord à la dernière ligne. Il dit, hein, les robots peuvent gagner au poker, au jeu de go ou aux échecs face aux meilleurs joueurs mondiaux. Alors, je commence par les échecs. Ça fait un petit moment que la machine peut remporter la victoire contre l'homme aux échecs. Ça fait depuis la toute fin du XXe siècle, avec Deep Blue, qui gagne à l'époque contre Garry Kasparov. Kasparov qui était le meilleur joueur du monde aux échecs. Donc, c'était la première fois que, pour l'espèce humaine, il y avait une défaite majeure au niveau de la capacité de calcul, la capacité de réflexion. Là, il y a vraiment une première défaite de l'humanité. Mais vous voyez qu'il cite aussi le jeu de Go. Alors le problème du jeu de Go, c'est que c'est un jeu infiniment plus complexe que les échecs, il y a un nombre ahurissant de parties possibles et de stratégies possibles au Go, et précisément, Google commence à construire des algorithmes qui peuvent battre les meilleurs joueurs du monde au Go. Ce qui est particulièrement humiliant pour nous, en grande partie parce que le Go est si complexe qu'il est réputé exiger une forme d'intuition de la part du joueur, pas seulement de la capacité brute de calcul, mais une forme presque de sensibilité, de flair, qui permet au joueur de voir la conduite à adopter plutôt que de la penser. Et donc là, quand la machine commence à battre l'homme dans ce genre de tâches, on est presque au-delà de l'intelligence calculatoire, qui était celle des machines jusqu'ici, et on en vient presque à une forme de tact intellectuel, d'intuition intellectuelle, qui pourrait être adoptée par la machine. Et ça, évidemment, c'est terrifiant. Bref, qu'est-ce qui m'intéresse dans ce texte? C'est, premier point, la différence entre le travail physique et le travail intellectuel. On voit que dans le passage de l'outil à la machine, il se joue aussi un passage du corps à l'esprit. C'est-à-dire que la machine peut produire une apparence de pensée. En tout cas, elle peut effectuer des tâches intellectuelles. Et donc, l'horizon de cette révolution, c'est la fin de tous les types de travaux pour l'homme.
Parce que jusqu'ici, on se disait que le travail resterait de toute façon indispensable, dans la mesure où d'une part, l'outil demandait l'énergie humaine, et d'autre part, même en imaginant des machines qui pourraient fonctionner de façon autonome, il resterait encore le travail intellectuel à fournir pour l'homme. Dans l'idée que rien ni personne ne pouvait penser à notre place. Et là, dans le passage de l'outil à la machine, puis dans le passage de la machine au robot, on a l'idée que, d'une part, l'outil peut travailler tout seul, sous la forme de la machine, et d'autre part, la machine peut penser toute seule, sous la forme du robot. Donc, est-ce qu'il reste une place pour la spécificité de l'homme? Est-ce qu'il reste une place pour des tâches que seul l'homme pourrait faire? Pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est-à-dire que si les machines peuvent faire ce que nous tenons pour le plus difficile, hein, des opérations intellectuelles complexes, d'analyse, de synthèse, de recherche de données, alors peut-être qu'on peut envisager un futur sans le travail, ou au moins un futur où le travail serait réduit à la portion congrue. Donc là, on est arrivé à un stade du grand 1 où on se dit, bah oui, là, le progrès technique pourrait nous libérer de toute forme de travail, hein, de toute forme de travail, y compris les opérations qu'on pensait jusqu'ici réservées à l'homme, parce que intellectuellement complexes. Alors, à ce stade, la question qu'on va devoir se poser dans le petit c, c'est, ok, imaginons qu'on n'ait plus besoin de travailler, est-ce que ça nous rend plus libres? Enfin, plus exactement, qu'est-ce qu'on fait de cette liberté qui nous est conférée de ne plus travailler? À quoi on va employer cette liberté? Est-ce que cette liberté est bonne? Hein, est-ce que c'est une bonne chose, finalement, de ne plus avoir à travailler? C'est la question qu'on verra dans le petit c.